Bonjour tout le monde, merci d'être là pour un nouveau podcast d'Ingénieurs sans frontières, de la série ING 3.0 qui nous tient à cœur. Je suis Elliot, étudiant à l'ETS, accompagné de Paul également pour le parti ISF. Comment ça va Paul? Ça va bien, Elliot, et toi? Yes, ça va bien, merci. Super. Et aujourd'hui, on a la grande chance de recevoir Madame Zineb El Alami, coordinatrice de stage, notamment à l'ETS. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Super. Donc peut-être on pourrait commencer peut-être un peu de background. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené ici à travers l'ETS comme coordinatrice de stage? Oui, donc mon nom est Zineb El Alami, je suis coordonnatrice de stage à l'ETS depuis 2022. Avant ça, j'étais conseillère en planification de stage dans la même équipe. Puis avant ça, j'ai passé à travers, j'étais à Polytechnique aussi comme animatrice de cours de préparation de stage. Avant ça, j'étais dans tout ce qui est communautaire, donc l'employabilité au niveau communautaire. Un petit peu ça. J'ai un bac en développement de carrière. J'ai aussi pris des cours en administration à l'UQAM. Puis, je suis certifiée coach PNL et aussi formatrice certifiée NOVA. Super. C'est quoi la PNL? Programmation neurolinguistique. Ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Moi, comment je le vois, c'est l'art d'accompagner, de poser les bonnes questions et d'intervenir auprès de la personne qui a besoin d'aide, de développement personnel en gros. Je ne l'ai pas pratiqué longtemps comme coach en PNL dans une pratique privée, mais je l'utilise beaucoup dans ma vie quotidienne, que ce soit avec mes étudiants, au niveau de mon travail actuellement ou sinon même dans ma vie privée aussi. Super. Et au niveau justement de votre travail, donc de ton travail, des stages de coordinatrice, qu'est-ce que ça représente un peu au quotidien dans l'accompagnement des élèves? Il y a l'accompagnement qui se fait auprès des étudiants pendant leur stage. Il y a aussi un accompagnement qui se fait avec les employeurs parce que les parties prenantes d'un stage, il y a l'ETS, il y a l'étudiant, mais il y a aussi l'employeur, donc le superviseur en l'occurrence. Donc aussi l'accompagner, le superviseur, et répondre à ses besoins, que ça soit au niveau du recrutement, que ça soit au niveau aussi de la supervision en soi. Okay? Mais il y a aussi toute la partie administrative avant un stage et après un stage. Donc, avant un stage, c'est tout ce qui est affichage des postes, étudier les postes avant de les afficher. Il y a aussi tout ce qui est représenter l'ETS au niveau tu sais, des fois, il y a des forums d'emploi, etc. Il y a la correction des rapports. Et puis, je peux vous parler longtemps de ce que je fais de côté administratif. Il y a pas mal d'autres choses que ça. Mais en gros, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, ça doit être assez riche. On sait que les stages, dans toute l'université, mais à l'ETS, c'est très très important pour tous les étudiants, donc il doit y avoir beaucoup de demandes. Oui, effectivement, surtout que les stages sont obligatoires pour le niveau cycle, le premier cycle. Donc, 3 stages obligatoires. Il y a des fois des prolongations de stages, des stages consécutifs. Il y a le stage 4 qui est optionnel, mais on a aussi les étudiants en maîtrise qui décident de faire un stage. Donc, tous ces étudiants sont, on va dire, nos clients, entre guillemets. Et puis, c'est l'équipe des stages aussi, pas les coordonnateurs, mais c'est l'équipe des stages, c'est les conseillers qui assurent les cours qui sont préalables au stage. Les étudiants au baccalauréat, c'est le PRE 011, puis les étudiants de la maîtrise, c'est le PRE 815. Là, il y a d'autres sigles qui sont sortis pour adapter, les étudiants en informatique, etc. Mais on va dire les cours PRE sont aussi assurés par l'équipe des stages. Bon, quand vous avez dit, il y a le côté entreprise, il y a le côté, pour un stage, il y a le côté étudiant, on dit ETS, et côté entreprise. Alors, j'aimerais bien savoir quel est l'état d'esprit des étudiants lorsqu'ils ils s'inscrivent pour une unité de valeur, un PRE pour un stage. Quel est l'état d'esprit lorsque vous commencez à les accompagner? Si je mets mon chapeau de coordonnatrice de stage, moi, je les rencontre après le PRE. Donc, ils sont prêts à aller en stage. OK? Généralement, les étudiants, si j'ai à choisir un état d'esprit, parce que chaque étudiant est unique, on va dire, mais c'est un mélange d'excitation et d'anxiété. Excités parce qu'ils vont vivre une nouvelle expérience,
de travail professionnel. Ça reste que c'est un emploi. C'est vrai que c'est un stage, mais c'est un emploi à temps plein. Mais aussi cette anxiété, est-ce que je vais bien performer? Est-ce que je vais bien réussir cela? Et surtout que c'est obligatoire dans le cadre de son parcours. Donc, ben, il y a quand même une forme de pression, on va dire, pour réussir ce cours qui est obligatoire dans son parcours académique. Donc, nous, on est là pour les accompagner, leur rappeler les règlements aussi. Il y a des fois certains règlements qui rentrent en compte. On est là aussi pour répondre à des questions à ce niveau-là. Puis aussi, on les accompagne au niveau de leur intégration en entreprise. C'est quoi les compétences requises au niveau du savoir-être aussi, parce qu'ils sont en train de... moi, je leur dis souvent, forger leur personnalité professionnelle. Donc, on les accompagne là-dedans. Puis, c'est ça. En gros, c'est un petit peu ça. Bah, je tiens à préciser que le stage aussi, c'est considéré comme une expérience professionnelle. C'est une expérience professionnelle. C'est une expérience. Ah oui. C'est ça ce qui nous différencie les étudiants de l'ETS des autres universités. C'est qu'en sortant de leur bac, l'étudiant, il a déjà presque 12 mois. C'est ça, c'est 12 mois d'expérience. C'est quand même 12 mois. Tu sais, je veux dire, c'est 1 an d'expérience versus un étudiant, par exemple, de Polytechnique. Ben, s'il ne fait pas de stage, ben, il y a quand même l'étudiant de l'ETS qui a plus d'expérience au niveau professionnel, sur le marché de travail, on va dire. Et on ajoute sur ça que beaucoup de nos étudiants viennent d'une technique. Oui. OK? Donc, qui dit vient d'une technique, ben, ils viennent aussi avec de l'expérience, des fois, quand ils font leur stage dans leur parcours de technicien, dans le fond. C'est vrai, comme tu l'as dit, il y a aussi cette notion un peu de savoir-être des étudiants qui vont commencer un premier parcours professionnel. À l'ETS, on a cette réputation d'être très, très technique également, de faire beaucoup de pratiques. Donc souvent, arrivant en entreprise, ça se passe bien de ce côté-là des échos qu'on a à voir. Mais ouais, cette intégration professionnelle du savoir-être, qu'est-ce qui leur manque peut-être pour le premier stage notamment? Quel est peut-être le plus gros chemin qu'ils doivent faire au niveau du savoir-être pour bien s'adapter à la vie en entreprise? Je crois que déjà l'ETS offre une super belle opportunité aux étudiants en faisant le test NOVA, le test psychométrique NOVA. Ça se fait après le stage 1, OK? Et ça leur permet, c'est une belle façon d'apprendre à se connaître pour moi. Je suis aussi formatrice NOVA, donc j'ai d'ailleurs ce matin même, j'ai donné une formation NOVA. C'était pour les étudiants de maîtrise, parce que même les étudiants de maîtrise font ça. OK? Est-ce que tu peux me répéter ta question, excuse-moi? C'est peut-être au niveau du savoir-être, qu'est-ce qui est peut-être la plus grande leçon qu'ils apprennent pour le premier stage, deuxième stage? Quelle est la plus grosse différence entre le milieu universitaire et professionnel? Pas au niveau des compétences techniques, mais au niveau plus du savoir-être. Mais déjà, juste réaliser qu'on ne t'engage pas juste pour tes compétences techniques. OK? On t'engage pour tes compétences techniques. Certes, c'est normal, je viens à l'ETS, je cherche des compétences techniques, mais je cherche surtout une belle personnalité qui va savoir s'intégrer dans mon équipe. Je peux t'apprendre à utiliser un logiciel, mais je ne peux pas t'apprendre à comment interagir avec les gens. OK? Ça, pour moi, c'est une partie qui appartient à l'étudiant. La base de tout ça, à mon avis, c'est la connaissance de soi. Des fois, elle se fait à travers des formations comme NOVA, mais des fois, c'est la vie, c'est l'école de la vie qui t'apprend à comment fonctionner en société, mais côté professionnel. OK? Et on a des fois des étudiants qui sont très jeunes, aucune expérience de travail. Donc, je leur dis souvent, vous devez avoir des objectifs du cours, du stage, mais vous devez avoir vos propres objectifs. Vos propres objectifs, ça serait quoi? Je sais que je suis un étudiant introverti puis que j'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à aller interagir avec les autres. Ben, peut-être ça serait ça mon objectif, c'est d'apprendre à comment faire ça d'une manière à ce que je me respecte, parce que je ne demande pas à un étudiant introverti de devenir extraverti non plus, mais au moins créer des liens. Tu sais, je vais créer un lien avec mon superviseur, créer des liens avec mes collègues. C'est des choses de base, mais c'est pas toujours naturel chez tout le monde. Être ponctuel.
Maintenant, avec, tu sais, moi, je suis professionnelle, pour moi, c'est comme quelque chose de très évident et normal. Pour un jeune qui n'a jamais eu une expérience de travail, ben, c'est peut-être pas quelque chose de très naturel pour lui. Pour lui, s'il arrive 8h, 8h10, ben, je suis à l'heure. Non, non, C'est pas très grave. c'est pas très grave. Non, je t'ai engagé pour commencer ton shift à 8h, tu dois être là minimalement à 8h moins quart. Ouais. Pour au moins, tu t'imprègnes des lieux, tu respires, puis tu commences à être productif à partir de 8 heures. Ouais. De là, justement, l'une des cibles de Ingénieur 3.0, le concept, c'est juste que nous, on pense qu'on peut mixer le savoir-être, le savoir-vivre, on peut les mixer avec le savoir-faire, le savoir-pratique. Ça, c'est la meilleure des choses. Voilà, c'est le meilleur des mondes. Oui. Mais généralement, dans le monde universitaire, c'est beaucoup plus axé sur les savoir-faire. Je suis pas très d'accord. En fait, c'est une question de position. OK? Toutes les ressources sont disponibles pour les étudiants pour apprendre à améliorer leur savoir-être. OK? Vous avez les deux été des étudiants, vous avez les deux fait vos PRE. Juste dans le cours PRE, là, j'étais derrière le cours PRE, je sais très bien qu'il y a des capsules qui parlent justement du savoir-être. Après, si l'étudiant n'est même pas conscient de l'importance, puis il ne veut pas donner du temps à cet aspect-là, ça c'est autre chose. Mais l'étudiant qui est conscient que pour être un bon professionnel, il faut apprendre il faut avoir les compétences techniques, mais aussi les soft skills, c'est important. Puis on en parle partout maintenant, sérieusement. C'est limite rendu à la mode de parler des soft skills. Les entreprises prennent ça. Il y a même une étude qui a été faite en 2023 par Genium qui dit les employeurs... la première raison pour laquelle les employeurs engagent, ou la première chose que les employeurs voient dans les entreprises, dans les entrevues plutôt, pardon, c'est la personnalité du candidat. Et en deuxième lieu, 47%. Et en deuxième lieu, c'est ses compétences techniques. Donc, tout le monde est d'accord à ce que les compétences, les soft skills sont beaucoup plus importantes. Ouais. Tu sais, je veux dire, et même dans le bac, dans la maîtrise, ou peu importe les études qu'on fait, on apprend des choses. Mais après, est-ce que tu vas tout voir à l'école? Je pense pas. C'est juste, pour moi, c'est une partie de l'apprentissage qui se fait à l'école, mais l'autre partie, c'est à l'étudiant. C'est sa responsabilité d'aller chercher les outils nécessaires pour compléter cette identité professionnelle. Puis c'est quelque chose qui est continu. On apprend ça tout au long de notre vie professionnelle. Tu sais, je veux dire que tu aies 1 an d'expérience ou 20 ans d'expérience, je pense qu'on apprend à chaque jour. Ouais, c'est vrai, on a cette chance aussi à l'ETS d'avoir plein de clubs étudiants qui permettent de faire ça aussi, les connexions, le savoir-être avec d'autres, d'aller faire des concours, voyager, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup de ressources à l'ETS, il faut juste se mettre dedans, donner la volonté dedans, que des fois on peut ne pas avoir. Puis je comprends, il y a certains étudiants aussi qui ont leur propre réalité, il ne faut pas les oublier. Tu sais, il y a des étudiants qui sont parents, et on a des étudiants qui travaillent à temps plein à côté de leurs études, on a des étudiants qui sont en stage, puis qui continuent à travailler les week-ends parce qu'ils ont des responsabilités. Donc, par manque de temps, des fois, on ne fait pas certaines choses qui sont quand même importantes, mais encore là, peut-être ils ne sont pas prêts maintenant, mais ils vont le faire plus tard. Comme pour les étudiants qui ne veulent tout simplement pas, ils ne voient pas l'intérêt d'aller apprendre à se connaître, c'est possible. Mais c'est correct, tu vas l'apprendre à un moment donné. Pour moi, il y a 2 façons d'apprendre. C'est soit que tu anticipes l'apprentissage, puis tu fais ça en amont, mais soit la vie va te mettre dans des situations où tu vas devoir apprendre. Quand on va te kick-out d'un stage parce que tu n'as pas bien, tu sais, tu n'as pas été tu n'es pas arrivé à temps, ou tu ne respectes pas les échéances, ou peu importe, ben là, crois-moi que tu vas aller chercher les outils nécessaires. Donc, il vaut mieux anticiper les choses, puis aller chercher... profiter des ressources qui sont disponibles et gratuites pour les étudiants, c'est ça. Lorsqu'on parle de ressources gratuites, justement, Nova, à quoi il sert, Nova? Donc, Nova, c'est un test psychométrique que tous les étudiants passent maintenant dans le cadre de leur stage, en amont de leur stage. Comme j'ai dit, pour les baccalauréats, c'est après leur stage 1 pour leur permettre de vivre une expérience sur laquelle ils peuvent se baser pour répondre aux questions du Nova. Pour les étudiants de maîtrise, c'est avant leur expérience de stage. Le Nova, c'est un test qui va te permettre de voir
ton style comportemental. Okay? C'est basé sur les 4 couleurs du disque, rouge, vert, jaune et bleu. Puis sur les motivations derrière, le moteur derrière ce comportement. Okay? Je trouve ça très... moi, je trouve ça très amusant comme test. Sérieusement, j'invite les étudiants à aller relire leur profil parce que souvent, ils font la formation puis ils oublient par la suite. Je leur pose la question, c'est quoi tes couleurs? Puis, je sais pas. Ouais. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les entreprises l'utilisent pour le recrutement, pour la synergie d'équipe aussi. Okay? J'ai beaucoup d'employeurs qui me disent, ben nous, on l'utilise ici. Si moi, je sais c'est quoi mes couleurs, okay? Je sais c'est quoi mon style de comportement, c'est quoi mes besoins, je peux facilement interagir avec toi. Okay? Mais si moi-même, je ne me connais pas, comment je pourrais apprendre à connaître l'autre? Moi, c'est ça la question que je pose souvent. Comment tu peux répondre aux besoins de l'autre si tu ne sais même pas quels sont tes propres besoins à toi? Donc, première chose, c'est la connaissance de soi à travers ce test. Donc, c'est un test pour moi qui est une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur toi-même. Et c'est pas donné, c'est pas naturel pour tout le monde de se regarder, tu sais, entrer en soi puis savoir moi comment je fonctionne. Il y a des personnes qui vont être intéressées par ça, pour le développement personnel, ils vont aller chercher des informations, ils veulent apprendre à se connaître. D'autres personnes ne voient pas l'intérêt forcément. Donc, c'est pour ça que tous les étudiants le passent et puis ça leur permet par la suite d'apprendre à interagir avec les gens. Et quand tu comprends aussi les couleurs, comment elles se manifestent, c'est une des caractéristiques de ce test psychométrique, c'est qu'il est observable. Donc, moi, si je travaille avec Paul, je peux observer ses comportements et dire « Ah, ben, je vois du rouge, ou je vois du bleu, ou je vois du jaune. » Donc, si j'ai à collaborer avec toi, si j'ai à faire une demande, si j'ai à négocier avec toi, ben, je peux adapter mon discours et répondre à tes besoins. Parce que, tu sais, ça me rappelle un petit peu l'image du 6 et du 9. Tu sais, chacun va le voir de son... Mais si moi, je te parle avec ma vérité, ben peut-être ça ne résonne pas chez toi parce qu'on ne parle pas... On n'a pas les mêmes couleurs, justement. Donc, pour moi, je trouve que le NOVA, c'est une belle chance pour les étudiants à apprendre à se connaître. S'ils ne sont pas prêts, là, maintenant, ben, au moins qu'ils le gardent avec eux pour le lire plus tard, parce qu'à un moment donné, ça va être un outil qui pourra les aider dans leur connaissance de soi. Super. Et est-ce que c'est un outil qu'on peut réutiliser plus tard, dans le sens de le repasser aussi, pour voir comment on a évolué? Est-ce qu'on voit des gros changements peut-être après 3 stages, après 1 an de travail, etc. Ou bien ça reste plus ou moins quand même la même chose? Ça reste pas mal la même chose. OK? Sans rentrer dans les détails, on a le profil naturel et le profil adapté. Le profil adapté, il peut changer d'un environnement à un autre. Mais le naturel, normalement, il ne change pas, à moins qu'il y ait des événements vraiment très perturbants qui font en sorte que la personne, elle peut changer. Mais généralement, ça va te suivre. Ça peut-être, dans le degré des couleurs, peut un petit peu changer, mais en gros, ça reste la même chose. Ok, super. Donc c'est un outil un peu intemporel et autant dès qu'on le passe, ça va servir. Super. La prochaine question, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile, c'est souvent difficile aux étudiants de parler d'eux-mêmes en tant que personne que de parler de leur prouesse technique? Encore là. Il peut dire que j'ai développé ici, ça, j'ai construit des immeubles. Mais si on lui pose la question sur lui-même en tant que personne, généralement ça bloque. Pourquoi? Première chose, on ne nous apprend pas ça. Tu sais, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais eu un cours qui m'apprend à parler de moi. OK? Ouais. Ou même dans notre éducation, je pense, nos parents ne prennent peut-être pas le temps, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très commun. Tu sais, on va miser sur les compétences, puis on valorise les compétences, mais on valorise rarement, les compétences qui sont plus dans le savoir-être, OK? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, je pense, c'est le manque de connaissance de soi. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Et des fois, c'est un manque de vocabulaire. C'est-à-dire, l'étudiant, il sait, par exemple, qu'il est introverti, mais contextuellement.
OK? Mais il ne va pas savoir te l'expliquer parce que il manque de mots, d'exemples, de préparation. Ça prend une conscience pour moi. Ça prend de ramener ça de l'inconscient au conscient. Se poser la question, sincèrement, qui suis-je? Comment je fonctionne, moi, autant? Si on veut même parler juste du côté professionnel, elle est comment mon identité professionnelle? Moi, Zineb, autant que coordonnatrice, je suis comment? Qu'est-ce qui me différencie de ma collègue? On a les mêmes compétences, on travaille sur les mêmes choses, mais sur les mêmes situations, mais on ne les aborde pas de la même manière. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des intérêts, puis l'autre, elle a d'autres intérêts. Mais juste mettre le doigt sur nos intérêts, ce n'est pas quelque chose de très naturel pour tout le monde. Et est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui est possible de faire dans le quotidien, au jour le jour? Ça peut être un petit travail de tous les jours, ou plus faire une grosse session sur soi-même, etc. Ça dépend des personnes également. Oui, ça dépend des personnes, mais moi, le conseil que je donne des fois aux étudiants, quand vous commencez le stage 1, ayez avec vous un petit calepin, un bloc-notes sur votre téléphone, votre ordinateur, peu importe comment vous fonctionnez. Notez les faits saillants, notez les choses qui vous font triper, tu sais, les tâches que, oh my God, j'aime ça, je suis motivée, j'ai envie de faire ça. Puis il y a des tâches qu'on n'a pas envie de faire, puis qu'on va repousser, OK? Ou des tâches carrément qui nous ramènent, qui nous rendent anxieux, OK? Notez ça. Puis encore là, dans ton deuxième stage, premièrement, relis ça. Continue ce travail. Puis il va y avoir une progression. Tu vas voir, il y aura des patterns qui vont revenir. Il y aura des choses qui vont revenir. Tu vas voir peut-être une progression, OK? Et ça va t'aider dans ton choix de stage. Ça va t'aider dans le choix de l'environnement du stage aussi. Une grande entreprise n'est pas adaptée pour tous les étudiants. OK? Oui, X entreprise, elle est grande, elle est intéressante, elle fait rêver beaucoup de monde, mais elle n'est pas peut-être adaptée pour toi. Pour ta personnalité. Tu vas peut-être apprendre des choses, certainement, mais est-ce que c'est adapté à mes besoins? Peut-être pas. Donc, notez les choses, puis soyez à l'écoute de vous-même. Moi, je pense qu'être à l'écoute de soi-même et ne pas attendre la validation et toujours le feedback des autres. On peut se donner des feedbacks à nous-mêmes, puis de la rétroaction à soi-même, c'est important. C'est vrai que c'est assez important, parce qu'on vit vraiment dans un monde... On est conditionné par les notes, parce qu'on nous dit, beaucoup d'étudiants travaillent des fois juste pour les notes dans certains cours, mais c'est vrai qu'avoir des feedbacks sur nos propres travaux, ça peut vraiment aider. Et prendre des notes, comme dit, des fois on ne se souvient pas vraiment de comment on se ressentait dans le passé, donc le prendre au moment présent, c'est vraiment important pour s'en souvenir plus tard, vraiment de... Oui, totalement. Alors, qu'est-ce que tu dirais de celui qui a de la difficulté à trouver des stages? Il a fait Nova, il a fait le PRE pour se préparer, et qu'il commence à croire, est-ce que je vais trouver un stage? Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant pareil? Premièrement, il y a toute une équipe derrière toi. Ça, puis je le dis très sincèrement, c'est pas juste des éloges que je dis à notre équipe. On travaille très, très fort, puis on a des noms, c'est parce qu'ils sont pas très nombreux, les étudiants qui ne trouvent pas de stage. On a des noms, puis on va se dire, ah, tiens, moi, je connais une compagnie, est-ce que ton étudiant pourrait être intéressé? Premièrement, être rassuré qu'il y a une équipe qui va t'aider. Deuxièmement, croire en soi. Des fois, c'est juste question que toi-même, tu penses que tu n'es peut-être pas légitime, tu manques de confiance, tu manques de motivation. Donc, il y a un travail sur soi. Puis, tu sais, je veux dire, si mon potager, je veux qu'il soit prêt pour juillet, je pense pas que je dois s'aimer mes graines en mois de juin. OK? Donc, anticiper la recherche, commencer d'avance, puis encore là, ça prend la connaissance de soi. Si je sais que moi, j'ai un rythme un petit peu lent, si je sais que je suis submergée entre l'école, mes responsabilités de la maison, puis je travaille à temps plein, puis je suis dans un club étudiant, tu devrais peut-être pas chercher ton stage un mois avant la session. OK? Tu devrais peut-être commencer même 2 sessions avant. OK? Puis il y a autre chose, le réseautage. Les étudiants ne profitent pas pleinement du réseautage. Il y a des événements à longueur de journée ici à l'ETS. Moi-même, des fois, je fais des ateliers avec mes collègues, puis il n'y a pas beaucoup d'étudiants des fois qui viennent, puis je suis surprise. Pourtant, l'atelier a été développé en fonction du besoin qu'on a entendu.
Donc, on l'a pas inventé et pourtant, les étudiants ne se présentent pas. Donc, faut faire quand même certains efforts. Puis si je vois que j'ai fait tous les efforts, peut-être il y a une conjoncture sur le marché de travail, mais là, ça va pas toucher juste un étudiant. On le sait, il y a un ralentissement par rapport à un domaine. Ça, le conseiller ou la conseillère ou le coordonnateur va t'en faire part. Il va pas te laisser croire que c'est ta faute non plus. C'est ça. Ça me permet de relancer quelque chose. En janvier, tu as dit sur ton profil LinkedIn, tu as dit en janvier, je cite, « On parle beaucoup de résolution en janvier, mais l'employabilité, elle ne se résout pas, elle se construit. » Et il y avait deux côtés, côté employeur, côté étudiant. Alors, qu'est-ce que tu entends par l'employabilité se construit dans le temps? Premièrement, merci parce que tu as lu mon post LinkedIn. D'ailleurs, j'essaie de travailler très fort sur mon LinkedIn pour donner des conseils concrets sur des choses que je vis avec les étudiants, avec les stagiaires. Ouais. Ça se construit, je le vois vraiment comme si je construis une maison. Okay? Je ne peux pas venir et dire, hop, elle est prête. Tu sais, il y a un côté réseautage, il y a un côté connaissance de soi, il y a un côté apprendre à connaître le marché de travail, il y a un côté apprendre, il y a des connaissances techniques même que tu ne vas pas apprendre à l'ETS, que tu vas aller devoir chercher de toi-même, être autodidacte. Donc, il y a plein de choses que l'étudiant doit faire petit à petit pour préparer son employabilité après ses 4 ans d'études pour être un ingénieur. Okay? Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Ou parlons, par exemple, d'un stage. Je compte aller en stage en automne. Là, je donne du temps à mon stage, 1 semaine ou 2 semaines, puis tu t'attends à ce que tu vas récolter des résultats comme quelqu'un que ça fait 2 sessions qui travaille là-dessus. Bon, je vais te relancer là. Oui. C'est que si quelqu'un a un baccalauréat à faire sur 4 ans ou sur 3 ans, ou quelqu'un a une maîtrise à faire sur 2 ans, ça veut dire que là, il faut qu'il commence à se préparer. S'il veut faire un stage, par exemple, il faut qu'il se prépare 4 ans ou 3 ans ou 2 ans à l'avance. Pour moi, dès que tu commences ton parcours académique, oui. Tu commences ton parcours académique et en parallèle, tu commences à construire ton employabilité. Ça, okay? C'est fort. Oui. C'est 2 choses qui vont en parallèle à mes yeux, à moi. Là. Ouais. Je suis certaine que mes collègues vont être d'accord avec moi. Tu ne peux pas me dire que tu évolues et tu progresses dans ton niveau académique, mais ton employabilité, elle est latente ici. Non. Le marché de travail évolue aussi. La façon de faire ses recherches de stage évolue. Si la session dernière, le placement flex était la meilleure façon pour trouver ton stage, peut-être la session prochaine, ça va être la recherche personnelle. Si au début, parce que moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience, je compte sur les stages qui sont sur le placement flex. Placement flex, c'est oui. C'est la plateforme de stage ETS. Peut-être parce que maintenant, j'ai plus d'expérience, j'ai le droit ou j'ai plus de chances de réseauter puis de créer mon opportunité. Pour moi, c'est des choses qui se font en parallèle. La construction de ton employabilité et ton parcours et tes compétences techniques à travers les cours que tu prends. C'est 2 choses en parallèle. Et peut-être, la session avant le stage, je vais travailler très fort sur mon employabilité, mais les autres sessions, au moins, par exemple, rentre de temps en temps sur LinkedIn et un profil LinkedIn. Va voir les entreprises, qu'est-ce qu'elles font. Soit à l'écoute du marché et de la politique, parce que on est dans un écosystème. Si aux États-Unis, il y a un souci, peut-être ça va toucher ton employabilité que toi qui es ici. Okay? Si on le vit d'ailleurs. Ouais. Tu sais, je veux dire, on l'a vécu. Ça peut toucher des projets. Puis qui dit projet, ça va faire effet entonnoir. Puis ça va t'arriver à toi, le petit être qui est à l'ETS. Donc, c'est pour ça qu'il faut être éveillé et il faut donner le temps à son projet professionnel. Ça se construit avec amour, comme un potager.
Je donne l'exemple du potager, c'est exactement, à mes yeux, c'est la même chose. Comme un potager, donne-lui le temps, enlève les mauvaises herbes, tu vas comprendre un petit peu le terrain, comment il fonctionne. Ah bah peut-être cette terre maintenant, elle est plus propice à ce que je fasse les fruits que des légumes. Bah, c'est la même chose pour toi. Tu vas apprendre, bah, peut-être moi je suis plus meilleure à travailler dans les petites entreprises que les grandes entreprises. Ah, je vois que j'ai de la difficulté à réseauter. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher de la formation au niveau du réseautage. J'ai mon profil LinkedIn, il n'est pas à jour. Ben, peut-être qu'il faut que j'aille voir une conseillère pour le mettre à jour. Mais c'est des choses qui ne se font pas en une semaine. Donc, c'est ça. Ouais. Je pense ça peut aussi arriver qu'on ait besoin des certifications, par exemple, qui ne prennent pas souvent beaucoup de temps pour pouvoir aller chercher un poste stagiaire quelque part. Ça, c'est possible. C'est bâtit possible. vraiment Ça dépend du domaine, mais oui. Moi, des fois, je vois des étudiants que, justement, ils se distinguent de d'autres étudiants parce qu'ils sont partis chercher des certifications qui, des fois, qui sont gratuites ou ils sont autodidactes. Ils ont fait regarder des vidéos sur YouTube et ils ont appris à utiliser tel ou tel logiciel. Ben, ça leur donne un plus par rapport à l'autre étudiant que lui, il ne l'a pas fait. Alors, quelle attitude humaine font dire à un employeur, nous on veut cet étudiant ou cet employé? Quelle attitude humaine les employeurs regardent en particulier? Justement, je fais allusion au savoir-vivre, au savoir-être, bien sûr. OK. Je pense pas pouvoir répondre très spécifiquement par rapport à ça, mais il y a l'agilité, il y a le mot agilité, tu sais, être un petit peu agile, c'est un mot qu'on entend beaucoup, surtout dans le monde du génie, faire preuve d'agilité, de flexibilité, ok? Peut-être que je t'engage pour un projet, mais au cours de la route, justement, le projet prend une autre forme ou je vais devoir te mettre sur un autre projet. Ne pas tomber dans cette rigidité justement, puis dire, ah ben là, tu m'as engagé pour ce projet, je ne peux pas faire l'autre. Mais non, mais c'est ça, justement, les compétences d'un ingénieur, c'est qu'il peut être agile, puis être flexible dans son attitude. Puis créer des liens avec les gens autour de nous. Enfin, on apprend avec les gens. On est des êtres qui apprennent dans la connexion. Puis encore là, quand je parle de connexion, on n'est pas obligé d'être extraverti pour avoir des connexions avec les gens. Souvent, on pense connexion, interaction, ça prend quelqu'un d'extraverti. Pas forcément. Je peux créer un lien avec une ou deux personnes. Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'en travail en société, ça prend de l'interaction avec tout le monde parce qu'on apprend de tout le monde. Et des fois, c'est aussi donc la personne qui doit se forcer peut-être à interagir s'il est plus introverti, mais c'est aussi bien dans la communauté que d'autres personnes peut-être fassent le premier pas pour aider une personne dans une communauté étudiante. Je pense que c'est aussi une grande aide. On est une communauté, on peut tous s'aider aussi et se tenir vers Évidemment, ça c'est le monde idéal. Après, je n'ai aucun contrôle sur les autres. Le seul contrôle que j'ai, c'est sur moi. Donc c'est pour ça que je dis à l'étudiant, c'est à toi de faire le premier pas. Après, si on pouvait avoir de l'influence aussi sur les entreprises, mais on essaie justement, quand je dis qu'on travaille aussi avec les compagnies, avec les entreprises, avec les superviseurs, aussi le superviseur, dans un monde idéal, c'est créer un environnement propice pour accueillir cet étudiant. Si je sais que l'étudiant, ou je remarque que l'étudiant a de la difficulté dans ses interactions, lui créer une façon de faire pour le mettre à l'aise, pour qu'il puisse créer. Mais après, je n'ai aucun contrôle sur l'autre. Le seul contrôle que j'ai, c'est sur moi-même. Donc c'est à moi, je pense que c'est ma responsabilité de faire le premier pas. Dans le post LinkedIn, tu dis, je cite, « Les opportunités naissent d'un lien humain avant de devenir une offre formelle ». Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircies là-dessus? Je pense par exemple, je suis dans un événement de réseautage, ok? Je rencontre un professionnel dans mon domaine. Je me mets à la position d'un étudiant. Je parle avec ce professionnel, puis ça clique. On a une belle discussion, c'est fluide. Tu penses que si ce professionnel cherche quelqu'un, est-ce qu'il ira chercher ailleurs alors qu'il vient d'avoir un bon contact avec quelqu'un? Puis on va dire le contraire. Je rencontre quelqu'un, il a de très belles compétences, mais ça c'est pas fluide, ça passe pas. Est-ce que tu penses que l'employeur va l'engager même s'il a de très très belles compétences techniques?
Donc, créer des liens avec les gens, profiter du réseautage. Moi, je prône le réseautage. Là. Pour moi, c'est la façon idéale pour trouver les opportunités. Le travail, on a partout. Les opportunités, c'est autre chose. Pour moi, le réseautage te permet, je fais souvent je donne l'exemple d'un voyage tout inclus, puis un voyage que toi-même tu réserves tes places, tu fais ton itinéraire. Le voyage tout inclus, des fois, c'est adapté. Je suis dernière minute, il faut que je prenne ce que j'ai, je vais aller reposer puis me déconnecter. C'est possible. Des fois, ça peut répondre à certains besoins. Mais est-ce que tu peux dire que tu as rencontré du monde et tu as compris la culture de ce pays, puis tu as voyagé, tu as vu ce pays si tu es resté dans le resort? Non. Tu n'as connu que le resort. Mais si, par exemple, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir la nature, la plage, bien manger, ben là, je vais avoir 3-4 pays, je vais faire moi-même mes recherches, je vais moi-même créer cet itinéraire-là. C'est à peu près la même chose aussi pour la recherche d'emploi ou de stage. Donc, moi, quand je sais qu'est-ce que j'aime et je me prends de l'avance, je réseaute, j'apprends à connaître les gens. Ah, tiens, cette équipe ou l'ambiance dans cet emploi me parle, la culture de cette compagnie me parle. Ben là, je suis en train moi-même de créer mes opportunités. Moi, je leur dis souvent, toutes les belles opportunités de travail que j'ai eues, la plupart, je les ai eues par réseautage. Non, c'est vrai. Même moi, si je peux en parler, mon 3e stage, c'était grâce à un réseautage que j'ai fait pendant mon 2e stage, par exemple, qui m'a donné un 3e stage super. Et voilà, c'était aussi parce que bonne relation à ce moment-là, et référé, donc ça aide énormément. C'est vrai qu'une fois que le premier pas a été fait, ça aide aussi. Après avoir écouté ce podcast-là, quel peut-être premier petit pas un étudiant pourrait faire pour construire cette employabilité? Qu'est-ce que pourraient être peut-être les racines? Voir qu'est-ce qu'il a déjà fait dans son employabilité. S'il n'a aucune expérience, possible, c'est correct. Faire son CV, avoir un profil LinkedIn, assister à des ateliers, puis assister à des événements de réseautage, juste pour déstresser, se dégêner un petit peu. Okay? Si tu ne le fais pas au début de ton bac, tu vas devoir le faire à la fin parce que tu vas vouloir chercher un emploi, mais tu t'es pas expérimenté, tu n'as pas de l'expérience en ça. Okay? Donc, les étudiants qui l'ont fait au début vont te dépasser. Puis, si toi, tu es en plus introverti, puis tu as de la difficulté, ça va devenir encore plus difficile. Donc, commence à te pratiquer. Okay? Première chose. Deuxième chose, savoir quelles sont les ressources qui sont autour de moi, qui sont disponibles. Puis, donner un 15 minutes chaque 2 jours pour mon employabilité. Lire un article. Aller ajouter une compétence sur mon LinkedIn. Moi, des fois, j'adore juste parcourir les profils des gens. Tu sais, juste stalker du monde là, sur LinkedIn, puis voir leur parcours. Quelle est la plus-value de ça, de faire ça? J'adore trouver des parcours atypiques. Ça m'inspire. Comment il est arrivé à prendre ce poste? OK? Ouais. Puis tu vois son parcours, puis après, tu te dis, ah ben c'est possible. C'est réaliste. Il y a rien de sorcier, des fois. Alors que des fois, on pense que c'est inaccessible. Voir c'est quoi les formations qu'il a fait. Peut-être qu'il y a une formation qui existe, puis que moi, je ne suis même pas au courant que ça existe. Et c'est la formation dont j'ai besoin, qui va me ramener vers le point X, qui est le poste, par exemple, que je cherche. Donc, allez voir les profils des personnes qui nous inspirent, lire des articles, connecter avec des gens. Je dis souvent la blague aux étudiants, soyez des consommateurs non avertis. Ajoutez du monde sur LinkedIn. Au début, là, ajoutez tout le monde. C'est pas grave. Après, tu feras la sélection parce que là, tu as besoin... Parce que moi, quand j'ajoute X personnes, le réseau de X personnes devient mon réseau aussi. Okay? Quand je fais des petits commentaires, l'algorithme va faire en sorte que les gens vont me remarquer. Donc, c'est comme ça que je veux me différencier, je vais exister dans le monde de travail, dans cette employabilité-là, je vais exister autant que personne. Sinon, tu vas être une goutte d'eau dans un océan. Tu sais, un étudiant en log, je prends ou en construction, il y a une tonne. Hein. Tu sais, je ne pense pas que tu es le seul étudiant. Donc là, tu es en compétition avec tous les étudiants en construction de l'ETS.
peut-être Sherbrooke, d'autres universités, même les techniques. OK? Comment tu vas faire pour te distinguer? Pourquoi on va t'engager toi et pas une autre personne? Si ça, nous sommes déjà à la fin du podcast. Alors, s'il faut classer les 4 savoirs, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire et savoir-pratique, comment est-ce que tu les classerais dans la vie d'un étudiant ou de quelqu'un qui cherche l'emploi? Est-ce qu'il y en a qui viennent avant d'autres ou est-ce qu'ils sont tous équivalents? Tu veux l'avis de Zineb? Oui, bien sûr. L'avis de Zineb, moi, je mettrais le savoir-être en premier. OK? Parce qu'on est des êtres humains. OK? Je peux connecter avec toi, mais ne jamais parler de tes compétences techniques, mais je connecte avec toi autant que personne. OK? Le deuxième, c'était quoi? Savoir-vivre. Savoir-vivre, pour moi, ça vient avec le savoir-être, parce que quand on a un bon savoir-être, ça va faciliter le savoir-vivre aussi. Et puis le troisième, c'est le savoir. Savoir-faire, savoir-pratique. C'est l'aspect technique maintenant. Et puis pour moi, l'aspect technique vient en dernier. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Mais ça vient en dernier parce qu'on peut l'apprendre ça à n'importe quel moment dans notre vie. Ouais. Mais des fois, c'est un petit peu... On peut aussi s'améliorer, améliorer notre personnalité à n'importe quel moment. Mais des fois, ça nous coûte des relations, ça nous coûte des opportunités parce qu'on n'était pas préparé. Okay? Donc, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Mais si tu veux profiter des opportunités dès le début, commence à travailler rapidement sur ton savoir-être, moi, je dirais. Ouais. Donc, je pense que... Puis encore là, maintenant, l'information, elle est disponible. On voit je veux dire, les réseaux sociaux font en sorte que l'information est très accessible. Il y a beaucoup de formations gratuites, des tutoriels, de ceci, de cela. C'est pas quelque chose, un petit trésor caché. C'est pas comme si je te parle d'aller faire un doctorat en psychologie. Je te parle juste de prendre le temps puis de te poser des questions sur toi. Tout simplement, pas sur les autres, là. Juste sur toi. Moi, à la blague, je dis, on vit avec nous-mêmes toute notre vie, là. Je pense le minimum qu'on se doit, c'est que personne ne doit me connaître mieux que moi je me connaisse. Ouais. Et est-ce que le savoir-être, le savoir-vivre améliore la confiance en soi, l'estime de soi? Évidemment. Évidemment. Quand je sais... puis quand tu fais une chose une fois, puis on apprécie cette qualité de toi... c'est du renforcement positif, ça. Quand je dis j'adore ta proactivité, c'est une valeur ajoutée dans notre équipe, voilà, c'est comme si j'ai fait fois 1000 d'un coup. Oups, là, ça va devenir encore plus grand. Donc oui, ça vient cristalliser. Puis justement, l'étudiant maintenant, il est au début de sa carrière, puis tout le monde, en fait, pas juste l'étudiant, tout le monde au début de sa carrière, on est dans l'exploration. On tâtonne. Okay? Puis petit à petit, il y a certaines choses qui vont se cristalliser dans le temps. Je suis consciente que j'ai cette qualité. Okay? Mais les étudiants, des fois, ils ne sont pas conscients. C'est ça l'étape dont ils apprennent. Ils sont qui, dans le fond. Okay? Donc, c'est ça. Plus ils vont pratiquer, plus ça va se cristalliser, plus ça va devenir une partie d'eux, puis ça va être ça leur devise. C'est ça ce que, par la suite... Puis, tu sais, à un moment donné, dans le monde d'ingénierie, je pense qu'on ne fait plus la recherche d'emploi d'une manière très traditionnelle. C'est après, je connais quelqu'un qui va commencer un projet qui va te référer à une autre personne. Mais je ne vais pas te référer si je sais que tu as une personnalité difficile. Je suis désolée, là, mais en tout cas, je ne suis pas pour vous, mais moi, je ne prendrais pas le risque de référer quelqu'un avec qui moi-même j'ai travaillé puis j'ai eu de la misère. Donc, première chose que je vais référer, c'est ta personnalité. Il est capable de faire X et Y choses. Il est capable d'interagir avec l'équipe. Il est capable d'interagir avec les changements et les fournisseurs difficiles, les clients difficiles. Okay? Mais si tu es dans ce poste X, c'est qu'on prend pour acquis que tu as les compétences. Si tu cherches un stage niveau 1, on prend pour acquis que tu as les compétences techniques pour un stage numéro 1. Mais on ne prend pas pour acquis que tu as de la facilité à interagir, tu as de l'agilité, tu as ceci, tu as cela.
Donc, c'est ça. Super. Ben, merci beaucoup, Zineb, pour ce podcast. Merci à Vraiment, vous. Qui pense va inspirer beaucoup d'étudiants pour créer l'employabilité. Merci, Paul, également, pour toute l'intention. Et donc, on se dit à un prochain podcast, tout le monde. Merci. N'oubliez pas, ingénieur 3.0, tu deviens l'ingénieur de ta propre vie. Merci. Merci.